qu'animer ceux, en tous les cas et celles, qui ont décidé de faire une association, pas locale, mais une association nationale. C'est une première, je pense, pour Béjaïa. Je tiens à vous féliciter au nom de toute la communauté universitaire, parce que c'est une initiative qui a une importance majeure. Ce n'est pas seulement essayer de fédérer ce qui se fait à Béjaïa, mais essayer de fédérer ce qui se fait à l'échelle nationale. Et je pense, tel que vous avez présenté vos activités, passées, présentes et futures, c'est que vous avez beaucoup de pain sur la planche. Juste par rapport à ta présentation, vous avez dit que nous sommes des scientifiques, que nous avons un petit cœur. Je pense que vous avez un gros cœur, parce que tout simplement, et s'il a dit on a un petit cœur, vraiment on a un gros cœur, parce que la militance scientifique, c'est aussi une affaire de conviction. Je tiens à vous remercier pour votre présentation. Alors, moi, ce que je voulais vous raconter aujourd'hui, c'est un petit peu les outils scientométriques. Vous avez tous, quand vous avez accédé surtout au cycle doctoral, même pour les gens qui font maintenant le Master 2, même je pense pour les licences, en tous les cas ceux qui passent via notre laboratoire, la première des choses quand ils rentrent chez nous, on leur demande une petite chose très simple, c'est qu'ils nous donnent leur boîte email. Alors quand ils nous donnent leur boîte email, s'il te plaît, tu peux commencer par le SNDL. Actuellement, donc, la DGR SDT, en collaboration avec le CERIST, je pense que vous allez avoir beaucoup de relations avec la Direction nationale de la recherche scientifique, c'est qu'elle nous a donc doté depuis quelques années d'un système national de documentation en ligne. S'il te plaît, elle est sur... Voilà. C'est... Là, c'est le dernier. Alors, elle nous a doté d'un système national de documentation en ligne. Je vous demande d'y aller, de regarder un petit peu ce que c'est, parce qu'il va vous permettre d'accéder. C'est un grand portail sur les bases de données de recherche scientifique de par le monde. Alors, nous allons à l'affichage. Alors, le SNDL, le système national de documentation en ligne, il a donc deux aspects assez importants. C'est comment faire sa recherche bibliographique. 2, comment accéder aux bases de données. 3, c'est comment évaluer la science. Mais évaluer la science à l'échelle d'un continent, à l'échelle planétaire d'abord, après à l'échelle d'un continent, et pouvoir comparer entre les pays, arriver à l'échelle donc d'un pays, comparer entre les universités, arriver à l'intérieur de l'université, comparer entre les chercheurs donc qui produisent. Et ça, ces outils, j'aimerais bien que vous ayez au moins les adresses, parce que les adresses évidemment URL, parce que c'est vraiment accessible, c'est fait d'une manière assez simpliste que tout le monde peut les utiliser. Comment dire, la DGRSDT, en plus de la SNDL, elle a acheté ce qu'on appelle un logiciel avec une licence nationale. Celle-là, j'aimerais bien que vous téléchargiez ce logiciel parce qu'il peut vous servir d'une manière extraordinaire. C'est le EndNote. Alors, ça marche. On fait sinon SNDL, voilà. Voilà, ça arrive. S'il te plaît, voilà, tu y vas sur EndNote. Vous voyez, quand vous y allez sur cet onglet-là, vous cliquez. Vous avez un logiciel qui vous est gratuit, mais par contre, la licence a été payée. Je peux vous assurer que c'est un logiciel qui fait à peu près dans les 2000 €. Mais la licence, elle est nationale. C'est-à-dire que quiconque qui a ce qu'on appelle une adresse IP en Algérie peut l'utiliser. Il a un avantage immense, surtout pour les doctorants ou les masters, tous ceux qui préparent un mémoire, c'est qu'une fois que vous acceptez les conditions d'utilisation, c'est-à-dire que vous êtes en Algérie, vous pouvez télécharger. Alors, son avantage est immense, c'est que toute recherche bibliographique que vous faites, ce n'est pas la peine d'aller la faire en manuel, tel que vous avez l'habitude de faire. Vous recherchez l'article, vous téléchargez l'article, là vous mettez seulement les mots-clés, vous trouvez un nombre d'articles, et lui, donc le logiciel, s'amuse à les télécharger en automatique. Mais il ne fait pas que ça. Il fait aussi les accès templates. Parce que si vous téléchargez des articles, certainement c'est pour produire une connaissance. Et que vous voulez, là où vous voulez publier. Par exemple, si vous voulez publier dans Journal of Food Chemistry, vous avez qu'à télécharger le template de Journal of Food Chemistry et vous avez une sorte d'un formulaire prêt à la publication, tenant compte
évidemment de toute la bibliographie que vous avez téléchargée. C'est une plateforme extraordinaire. Alors, je reviens sur les Ask It Question Contact. La chose la plus importante à regarder, c'est les bases de données. Vous y allez sur base de données, vous avez les ressources, à taper sur ressources. Voilà. Ça, ce sont les ressources qui nous sont accessibles. Vous avez aussi les ressources Open Access, ce sont les ressources gratuites. Et nous avons les ressources ASC. Pour quelle raison? Parce que de plus en plus, d'ailleurs votre association est un exemple, de plus en plus, change. Et évidemment, puisque les spécialités changent, donc il y a un personnel scientifique qui est différent, donc ça concentre des bases de données. Pour que vous ayez un ordre de grandeur, l'année dernière, le budget sur ces bases de données, il était de 375 milliards de centimes. Donc c'est vraiment une affaire de gros sous. Évidemment, c'est une affaire de gros sous, donc on oriente vers là où ça produit le plus. Plus ça commence à produire, on fait des bases de données ASC. Elles sont gratuites pendant une certaine période. Si elles sont très très consommées par la communauté des chercheurs, donc là, ça devient un acte financier. Vous descendez. Alors là, vous avez toutes les bases de données. Alors soit pour les gens qui font médecine, les gens qui font littérature, les gens qui font l'économie, les gens qui font de la physique théorique, les gens qui font de la physique expérimentale, les mathématiques, vous avez toutes les bases de données. Vous avez même une base de données Springer Protocol. C'est-à-dire, si vous voulez regarder ceux qui font de la chimie, vous avez une base de données seulement sur les protocoles, c'est-à-dire la partie matérielle et méthode d'une publication. Alors, vous descendez, voilà, on arrive. Vous avez après ce petit-là qu'on appelle Web of Knowledge, donc le web de la connaissance. On l'appelle aussi Web of Science. Là, les gens ont domicilié seulement, à peu près, une dizaine de milliers de publications, de revues. C'est-à-dire, il y a dans le Web of Science une dizaine de milliers de publications, de revues. Ces revues sont considérées comme étant la catégorie A. En plus clair, c'est la crème des revues scientifiques. À l'intérieur, il y a tous les domaines. Quand vous voyez une revue qui a un impact facteur positif, c'est-à-dire un IF supérieur à 0, c'est-à-dire que forcément, elle est domiciliée dans le Web of Science ou le Web of Knowledge, faussement appelé aussi des fois le Thomson Reuters. Cliquez sur Web of Knowledge, voilà. Vous allez voir que ça ne va pas rentrer, parce que tout simplement, on n'a pas encore payé l'abonnement cette année. Voilà, c'est-à-dire qu'on n'a pas accès. Mais on peut essayer de regarder une catégorie B. Pourquoi? Parce que la catégorie A est incluse dans la catégorie B. Nous allons regarder, parce que nous avons l'accès gratuit sur la base de données Scopus. Regardez là, please sign into Access Web of Science. Là, on n'a pas accès parce que, tout simplement, on n'a pas payé encore l'abonnement pour cette année. Vous sortez et vous y allez sur Scopus. Alors, Scopus, c'est celui-là. Alors, Scopus est une base de données un peu plus large. Elle fait à peu près 30 000 revues. Il y a 30 000 éditeurs à l'intérieur. Elle est considérée comme étant catégorie B. Donc aussi, on évalue la science selon la publication catégorie B. Mais je vous dis, la catégorie A, elle est incluse à l'intérieur. C'est-à-dire que les 10 000 revues du Web of Science sont incluses dans le Scopus. Alors, on va prendre un exemple. Essayez d'enlever mon nom. On va prendre un exemple. Alors, on va prendre l'exemple de M. Ferris. Écrivez votre nom. Comme ça. Eh bien, merci. Alors, si je veux évaluer le physicien qui s'appelle M. Boudjouin Ferris, j'ai qu'à écrire, reviens en arrière. Donc, j'ai une interface que je vais questionner. J'ai donc le author last name, donc c'est le nom de famille. L'auteur first name, essayez de remplir Ferris. De l'autre côté, Dinassi Boudjouin, Dinassi Ferris. Voilà. Affiliation. Béjaïa, peut-être qu'il y a un autre Boudjouin first sur la planète. Allez-y maintenant, ok. C'est pas de ce côté-là. Il ne va pas te trouver si tu n'as pas le ORCID. Ça, on va l'expliquer tout à l'heure. Avancez comme ça. Voilà, c'est ce côté-là. Et encore. Voilà.
Donc on aura Boudjouin-Fels. Donc Boudjouin-Fels, on regarde. Il a 10 publications qui sont indexées dans Scopus. Il travaille en physique, astronomie, matériel, science engineering. C'est un domaine assez large, mais je sais qu'il tourne donc autour des sciences technologiques. Allez-y, il est de l'université de Béjaïa, il est à Béjaïa et qui se trouve en Algérie. Donc j'ai un ordre de grandeur sur ce chercheur. Tapez sur Boudjouin-Fels. Voilà. Donc j'aurai son profil scientifique, c'est-à-dire comment qu'il est pesé au niveau de la base de données Scopus. Alors je regarde qu'il a 10 documents, et je regarde qu'il n'a pas encore préparé son OACD. Regardez, il a un identificateur chercheur au niveau planétaire. Tu me donnes ça, s'il te plaît. Ça se fait... Il a un laser, normalement. Voilà. Regardez, il a un identificateur chercheur. Et là, c'est marqué, essayez d'avancer ça. Il n'a pas encore confirmé son identificateur. Pour quelle raison? Ça, on va en parler tout à l'heure, le RCD. Quand vous soumettez une publication, vous recevez de la part de l'éditeur, voulez-vous confirmer que vous êtes co-auteur? C'est tout à fait normal. Mais regardez en bas, il va vous dire, est-ce que vous avez cette ORCED? On va en parler tout à l'heure, il a une importance majeure. Parce que si vous publiez, par exemple, que sur la catégorie A, mais vous avez certainement des publications sur la catégorie B, ainsi que sur des bases de données qui ne sont pas répertoriées ni Scopus, ni... Et dans ce cas-là, il faut les ramasser toutes les publications pour faire une auto-évaluation. Cet organisme réunit toutes les bases de données. Ça a de l'importance après pour la mesure. Alors, revenez donc en arrière. Donc, il a été, regardez l'évaluation, Fels a été cité 40 fois, c'est-à-dire ces publications ont été citées 40 fois sur 34 documents. Il y a 34 publications. Or, ces publications, là je ne le sais pas encore, parce que je peux aller regarder en self-citation. Actuellement, on va voir quand on pèse quelqu'un, il y a des gens qui publient, mais il n'y a que eux qui se citent. Et là, c'est la self-citation. Mais il y a des gens qui publient, mais ce n'est pas eux qui se citent. D'accord? Ça, c'est des citations. Et il y a maintenant des bases de données qui évaluent entre l'auto-citation et les citations. Donc, il a un indice H de 4, et ça, on va le détailler assez bien, parce qu'il y a l'indice H du chercheur, mais il y a aussi l'indice H du pays, il y a aussi l'indice H de la région. Donc, on peut, ça évalue le niveau de science, par exemple, du chercheur. C'est connu que les indices H, ce sont des critères de sélection des chercheurs pour rentrer dans des centres de recherche de renommée, etc., etc. Donc c'est un facteur qui est très très important. Il a 19 co-auteurs dans ces 10 publications. Donc ces co-auteurs, si je veux savoir avec qui il travaille, avec quel réseau il travaille, j'ai qu'à cliquer sur le 19 et je vais regarder tous les co-auteurs qu'il a avec lui. Évidemment, donc c'est pas la peine on descend, tu descends s'il te plaît, et là je vois que sa dernière publication date de 2017, tout ça est résumé sur un tableau, qui est plutôt sur un graphique qui est juste là, voilà, je vois comment qu'évolue, donc monsieur Fels, donc Boudjouin, donc comment qu'il évolue en termes de recherche, donc à partir de 2014, il a un pic publicatif, donc en 2015, il a fait une petite baisse de forme en 2016 et il commence à rattraper cette baisse de forme en 2017. Et je regarde que ces travaux intéressent la communauté scientifique, c'est-à-dire qu'il y a une augmentation continuelle. Alors ce que vous voyez en rouge, c'est les citations, et ce que vous voyez en bleu, c'est tout simplement le nombre de publications. Donc là, quand vous proposez, ou là quand vous cherchez des réseaux sur l'international, le chercheur qui est de l'autre côté, c'est la première des choses qu'il fait. Il regarde comment vous évoluez. Est-ce que vous travaillez toujours? Alors vous voulez qu'on prenne un autre exemple? Est-ce que vous voulez qu'on prenne un autre exemple? Alors allez-y. Vous voulez que je... C'est pas bien, j'aimerais bien... C'est pas bien de parler de ça. Bah sinon, allez-y. Allez-y. Je vous laisse le soin de choisir. Parce que là, on peut voir l'évolution d'un chercheur, on peut voir quand est-ce qu'il a baissé de forme, etc. Et ça permet, quand on a... Allez-y. Ça a été déjà écrit.
Madani Fer, c'est mon fils. Non, tu as mis sur ORCD. Voilà. Alors là, donc, on voit... Laissez ça. C'est important parce que des fois, quand on écrit, les gens confondent en anglais entre le nom de famille et le prénom. Des fois, l'auteur last name, nous, on le considère comme étant un prénom. Donc, on se trompe, même quand on envoie chez l'éditeur. Les bases de données tiennent compte de ça. Ils tiennent compte de ça, c'est-à-dire vous pouvez l'initier que sur cette publi, je me suis trompé, mais elle m'appartient. Donc, regardez, je me suis trompé plusieurs fois. Regardez, des fois, moi, réellement, c'est avec un KHODIR. C'est comme ça que c'est marqué sur mon extrait de naissance. Mais des fois, bon, je me trompe, j'ajoute un U. Mais il le reconnaît. Des fois, regardez là, Khodir, il est comme prénom. Madani comme nom. Là, Madani, il est comme prénom. Khodir, il est comme... Ça nous arrive de nous tromper tous. Et des fois, il ne nous demande même pas, il demande seulement Kam Madani. Donc, je fais reconnaître toutes ces choses-là pour pouvoir réunir toutes les publications qui sont sur les bases de données. Alors, allez-y, donc, vous cliquez. Alors là, vous allez voir un petit peu mon CV sur Scopus. D'accord ? Regardez, la dernière publication date de 2017. Et évidemment, c'est avec ce monsieur qui est juste là à côté, c'est monsieur Psler, qui est de l'université de Tizi Ouzou, qui travaille très bien sur la raquette du cactus. Alors, là, vous voyez que 76 publications, citées 821 fois par 721 travaux, un indice H de 17, on va en parler tout à l'heure, c'est quoi cette notion-là d'indice H, qui est très importante pour les chercheurs. Là, j'ai 150 co-auteurs. Là, c'est le nombre de publications, donc on va directement vers l'évaluation. Ah oui, reviens, voilà. Regardez, là tout à l'heure, chez Ferres, c'était pas activé. Mais là, par contre, c'est activé. Moi, personnellement, je l'ai activé. Je vous demande de l'activer. Je vous demande de le faire. Alors, pour le faire, vous venez là. On va pas le faire aujourd'hui, parce que ça va prendre du temps. Vous mettez Add to ERCD. Et si vous n'avez pas un compte, vous le créez vous-même. Et comme ça, vous pouvez mettre toutes vos publications en dehors de Scopus aussi. Revenez maintenant, on va voir qu'est-ce que c'est que cette notion-là. Voilà, et vous cliquez juste ici. Eh oui, ça c'est les alias du réseau au sein de l'université. Allez-y, c'est ce que ça marche. En attente, peut-être que ça va venir. Voilà. Donc, c'est un questionnement entre deux bases de données. Est-ce que ça avance? Voilà, ça arrive. Blablabla. Bla, 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 bla. Non, oui, je suis obligé de rentrer dans mon compte, c'est toute une histoire. Alors, il dit no public information inviolable. Bon, on revient en arrière. L'essentiel, donc il y a un ORCD que vous devriez activer pour pouvoir évidemment réunir tous vos travaux scientifiques. Revenez maintenant sur l'évaluation. Sur l'évaluation, donc vous voyez que j'étais très irrégulier avant donc 2007. J'avais de l'irrégularité, mais à partir de à peu près 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, à partir de 2011, il y a une régularité donc dans la production scientifique. Voilà. Donc en moyenne, revient sur le tout dernier, on évolue mais sur le bleu. Sur le bleu, donc l'évaluation, voilà, on est passé de une publication en 2011 à 4 publications, à 9 publications en 2013, et il va jusqu'à 2016, elle est à peu près d'une vingtaine de publications an. C'est comme ça qu'on évalue la recherche. Donc il suffit seulement de regarder pour regarder la dynamique du chercheur. Évidemment là, on évalue le chercheur et on évalue aussi son environnement. Tu reviens maintenant en arrière. Donc, on va sortir. Vous voulez qu'on teste aussi sur Scopus quelqu'un d'autre? Je pense que c'est suffisant. Vous pouvez vous amuser à regarder une personne qui vous entoure directement. Allez-y. Je reviens donc sur la SNDL. Alors, on a vu une évaluation. On ne pouvait pas voir sur Web of Science parce que simplement la base de données nous est fermée.
on a pu faire un preview sur Scopus, il y a une base de données plus large. C'est laquelle? C'est Google Scholar. D'accord? Nous allons, reviens sur Scopus, plutôt sur SNDL, et tu reviens sur Home, donc à la page de départ. Voilà, tu cliques là. Regardez, sur le CIRIST, on vous a donné accès directement à Google Scholar. Mais vous pouvez accéder à Google Scholar sans le CIRIST. Mais vous allez voir quelle est la différence quand on accède à Google Scholar via le CIRIST et quand on accède à Google Scholar sans le CIRIST. Il y a une différence. Allez-y, juste là. Et vous écrivez Université de Béjaïa. Donc nous allons voir tous les chercheurs qui se sont mis sur Scholar de l'université de Béjaïa. Donc c'est une obligation de la DGRSDT. La DGRSDT a obligé tous les chercheurs de se mettre sur... allez-y, voilà. Regardez, juste là, là vous avez Université de Béjaïa. C'est-à-dire que les chercheurs de l'Université de Béjaïa ayant une adresse email domiciliée à l'Université de Béjaïa, je pense que presque tous les chercheurs, ils ont donc le prénom, nom, @univ-de-béjaïa.dz. Regardez, montez, vous cliquez juste là. Juste là. Voilà. Et nous allons voir comment le Google Scholar place tous les enseignants-chercheurs de l'Université de Béjaïa selon le nombre de citations. Donc vous les avez. Vous avez en première position M. Soufiane Aoudia, vous connaissez certainement, c'est quelqu'un qui vient donc, de l'Institut Max Planck d'Allemagne. Donc, et là, vous avez, alors on va essayer de descendre pour voir comment qu'il défile, et je pense qu'on en a à peu près 300 chercheurs dans cette base de données, ayant publié au moins une publication. Vous pouvez prendre, allez-y, comme ça, que les gens ne se sentent pas concernés, je vais seulement traiter mon cas, et après, allez-y, revenez en arrière, ça a de l'importance tout ça, hein. Revenez, la première page, voilà, tapez sur José Madani. Je veux connaître maintenant quelles sont les thématiques, sur quoi travaille donc ce chercheur. Je regarde, c'est lui-même qui les a mis, il travaille sur les éco-extractions, sciences de l'eau et food industry. Je veux savoir, sur le food industry, comment je suis positionné de par le monde. Du Google Scholar, évidemment. Allez-y, tapez sur food industry. Alors, le gars le plus connu, c'est Rachel Griffith, Thomas Baumann. Évidemment, là on arrive, c'est-à-dire que Béjaïa, sur la food industry, quand même, est assez apprécié. Revenez en arrière. Je veux connaître sur un domaine, parce que quand vous voulez publier, il faut avoir une certaine, originalité pour faire passer les publications assez rapidement. Eh bien, nous sommes mis rapidement vers 2008, la naissance des éco-extractions. Allez-y sur éco-extraction. Il n'y en a pas beaucoup, hein, sur les éco-extractions. C'est pour ça qu'on arrive à placer de bons papiers sur les éco-extractions. Il n'y en a que 2. Revenez en arrière. Sur Water Science, la science de l'eau, là par contre, il y a beaucoup de travaux. Tapez sur Water Science, allez-y. Et là, on est vraiment bas. C'est-à-dire on a vraiment à faire de l'effort pour pouvoir évidemment se positionner dans ce domaine. Ce que je voulais vous montrer, c'est que Google Scholar, avec évidemment des mots-clés concernant votre domaine d'activité, et en insérant vos travaux de recherche, fait donc tout un calcul pour vous positionner par rapport à la communauté scientifique planétaire. Maintenant, on sort de Google Scholar. La SNDL, on a fait un petit tour. Alors, maintenant, sur la recherche, il y a des réseaux sociaux comme Facebook. Il y a un réseau social spécialisé pour les chercheurs. Vous le connaissez, je pense, tous. C'est l'un d'eux. Il y en a à peu près une dizaine. Mais le plus célèbre, c'est ResearchGate. C'est celui-là. Il a une importance majeure. Vous descendez tout d'abord. On va commencer par le bas. Par le bas. Essayez encore. Alors, invite your... Non, il n'est pas là. Non, revenez à la page de départ. Voilà. Cliquez sur ma photo. Voilà, juste à côté. Alors, pour quelle raison il est... Oh, descendez maintenant en bas. Encore.
encore. Voilà, non, juste en haut, monte un petit peu. Voilà, juste là. C'est que votre CV devient mobile là où vous voulez. D'accord? Et ça a de l'importance. Essayez de cliquer. Ah là. C'est-à-dire, généralement, on a des petits problèmes pour faire la mise à jour de son CV. Et là, votre CV est mis à jour à n'importe quel moment de l'année. C'est-à-dire, juste, vous avez un document, vous avez une communication, vous avez un master, vous avez tout ce que vous faites, il est inséré et il est mobile avec vous. Donc là, regardez, export CV. Allez-y. Vous avez cliqué, voilà. Vous avez qu'à ouvrir. Alors, et on va voir qu'est-ce qu'il contient ce CV. D'accord? Ça a de l'importance de regarder ce que contient votre CV. Voilà. Activer. Et voilà. Vous ouvrez. Allez-y. Donc, il fait un petit peu tout votre cheminement. D'accord? Vous descendez. Et évidemment, il met toute l'évaluation scientifique, soit votre RG score, les gens n'ont pas besoin beaucoup de votre RG score, mais ils ont beaucoup besoin de l'indice H qu'on va discuter tout à l'heure. Alors donc vous avez tous vos domaines d'activité, les mots-clés que vous utilisez, descendez, et après vous avez vos publications les plus en vue, vous avez donc vos livres, vous avez vos publications, vous avez vos communications, vos encadrements, donc vous l'avez avec une organisation vraiment qui est extraordinaire et qui est mobile et qui est mise à jour à n'importe quel moment de votre vie professionnelle. Maintenant vous sortez de ce CV-là et on va regarder de près ce que c'est que cette plateforme réseau social spécifique aux chercheurs. Alors vous avez l'overview, vous avez les contributions, allez-y sur contributions, après on va voir l'overview. Les contributions, donc vous avez un état, il faut que ça passe, vous avez un état, là, donc le nombre d'articles, le nombre de livres, le nombre de chapitres de livres, de conférences, de présentations, par exemple comme la présentation d'aujourd'hui, je vais l'annoncer tout à l'heure sur mon compte ResearchGate. Le nombre de données qu'on met à disponibilité, etc., etc. Et sur les 92 papiers qu'il y a là, on n'en a laissé que 47, parce que certains éditeurs, ils n'aiment pas trop qu'on mette leurs publications gratuitement à la disponibilité donc de la communauté. Mais sincèrement, on le fait en offline. Généralement, quand quelqu'un nous le demande, viens là, généralement vous avez, c'est pour ça que c'est comme Facebook, hein, quelqu'un peut vous écrire, s'il vous plaît, vous pouvez m'envoyer cette publi, et vous l'envoyez en dehors de l'affichage. Donc là, c'est généralement tous les messages qu'on reçoit sur tel manip, sur tel publi, ou autres détails de la vie de tous les jours. Alors, reviens maintenant sur Timeline. Ça, vous pouvez voir donc comment évolue. C'est un petit peu un CV temporel de l'apparition des publis, comment qu'ils apparaissent au fur et à mesure que vous avancez dans le temps. Descendez, donc voilà. Alors ça, on va le voir tout à l'heure ou maintenant, on va le voir maintenant. Descendez, on va le voir tout à l'heure. Là, vous allez voir, le 11 février, voilà ce qui est apparu. Le 12 février, c'est-à-dire c'est l'évolution temporelle de votre recherche scientifique. Remontez au... allez-y sur statistiques maintenant. Alors, sur ces statistiques, vous avez ce qu'on appelle un ordre de grandeur, comment que les gens regardent vos travaux. D'accord? Descendez en bas d'abord. Et par semaine, hein, cette statistique vous est envoyée par semaine. En bas, encore en bas. Alors, quand je regarde, là, c'est comment que les pays, donc le premier pays qui regarde mes travaux, c'est l'Algérie, donc c'est mes collègues, c'est la Chine, après l'Iran, le Maroc, l'Indonésie, la France et l'Espagne. Et nous avons quelles sont les institutions qui regardent vos travaux. Ça sert beaucoup pour faire ce qu'on appelle des partenariats recherche. C'est-à-dire que vous êtes connu dans certains pays, même si vous ne les connaissez pas. D'accord? Et vous avez l'ordre de grandeur qui vous regarde, donc il suffit seulement de leur dire un certain jour, bonjour, bonne année, voilà.
voilà, nous travaillons, est-ce que c'est possible de faire un partenariat sur tel aspect, tel aspect, tel aspect. Et je vais vous raconter tout à l'heure le grand projet qui vient juste d'être acquis en Algérie. C'est un projet Eramet-Med, c'est un projet Union Européenne qui est venu via donc ces réseaux sociaux. Remontons au haut maintenant. Juste sur la statistique, regardez, il vous dit combien de fois votre article a été lu, mais il vous dit aussi combien de fois votre article a été cité. Et la citation, par contre, rentre dans l'indice H. La lecture ne rentre pas dans l'indice H. Que les gens lisent, ça ne nous pose aucun problème. Mais ce que nous cherchons, c'est surtout que les gens citent. Et dans ce cas-là, cette petite plateforme peut vous dire par semaine combien de fois votre article a été lu et combien de fois votre article a été cité. Donc là, c'est une évolution hebdomadaire de la statistique de recherche. Donc, par rapport évidemment à Google Scholar, à Scopus, etc., ce sont des évolutions annuelles. Allez-y. Tu montes en haut, on y va sur score. Ça, c'est la statistique. Maintenant, cette statistique, elle a donné quel score? Sur les scores, donc on a le RG score, ça c'est propre à ResearchGate, ça n'a aucun intérêt. Mais par contre, le score là, il a de l'importance sur le H-index. Regardez la différence entre le H-index total et le H-index si j'enlève les autocitations. C'est-à-dire, le H-index le plus apprécié, c'est celui qu'on calcule sans les autocitations. Et regardez, il y a déjà une unité de différence. Vous remontez en haut, et vous y allez sur université. Maintenant, on a évalué le chercheur, mais on peut regarder qu'est-ce qui se passe au sein de toute l'université. Donc, comme pour Google Scholar, tous ceux qui ont un compte Google Scholar se retrouvent évidemment dans le grand monde. Là, évidemment, voici l'université de Béjaïa. On lui comptabilise sur les 625 membres. Donc, à l'intérieur, il y a 625 chercheurs et on produit au moins un travail. D'accord? Parce qu'ils ont mis quelque chose à l'intérieur. Sur ces 625 membres, on comptabilise 337 publications. Vous pouvez calculer le ratio. Il est presque de 0,5. D'accord? C'est-à-dire 0,5 publications par membre. Alors, si on regarde la statistique, allez-y là, membre, stat. Voilà, la statistique. Donc, on a l'évolution. C'est seulement ces derniers jours. Après, vous avez les publications les plus lues et vous avez les classements de tous les membres qui sont à l'intérieur. C'est-à-dire par les lectures et le nombre de citations. D'accord? Donc, vous allez avoir un ordre de grandeur, comment que les chercheurs sont lus et comment que les chercheurs sont cités. Allez-y. On sort donc de cette petite plateforme. Je vous recommande d'ouvrir donc un petit compte sur ResearchGate. Vous vous amusez à l'intérieur parce que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, supposons que vous n'aimez ni ResearchGate, ni Google Scholar, ni Scopus, ni Web of Science. Supposons que vous n'aimez pas du tout ça. Les Américains ont fait un petit jouet. Allez-y sur Google, qu'on appelle POP Software. POP, c'est une sorte d'un acronyme qui vient de Publish or Perish. Donc, Publish or Perish, c'est un petit logiciel qui a été créé par les Américains pour que vous fassiez votre auto-évaluation vous-même, sans rentrer dans les bases de données. Allez-y, écrivez Publish or Perish. Publish or Perish. Voilà. Voilà. Il y a un petit... Alors, vous tapez là-bas. C'est publié au PELIR, hein, parce que dans la communauté scientifique, il n'y a pas d'autres critères d'évaluation que la publication. Vous avez un petit logiciel que vous pouvez télécharger sur Windows. Il est assez extraordinaire. Il suffit seulement d'écrire votre nom à l'intérieur et il fera le travail à votre place jusqu'à ce que vous ayez tous les indicateurs d'évaluation qu'on va voir maintenant. Reviens, parce que vous voyez, c'est cette interface-là. Elle va vous télécharger toutes vos publications et elle va calculer l'indice H, l'indice I10, etc. On va voir ce que c'est. Reviens maintenant en arrière et met Google Scholar. À Google Scholar.
parce qu'on n'a pas vu comment Google Scholar évalue, c'est de la même manière que POP. Voilà. Écrivez un nom quelconque. Voilà, Université de Béjaïa, lac. Université de Béjaïa, lac. Et que prenez toujours mon nom pour ne pas... Voilà. Alors, sur l'évaluation, voici le tableau d'évaluation. Donc vous avez l'évolution temporelle, et là vous avez l'indice H. D'accord? Et là, alors, vous avez regardé tout à l'heure une base de données spécifique, c'est ResearchGate, arrive à différencier entre l'autocitation et les citations totales. Par contre, Google Scholar, dans ce cas-là, n'a pas vu vraiment cette différence. D'accord? Et il vous donne un autre facteur d'évaluation, c'est celui-là, c'est le I10. Le I10, c'est un ordre de grandeur, parce que vous pouvez prédire un petit peu combien que vous allez être dans une année sur le H. Le I10, c'est, s'il me donne la 26 en total, ça veut dire qu'il y a au moins 10 publications qui sont citées 26 fois. Donc quand j'ai cet ordre de grandeur, quand le I10 augmente rapidement, forcément, il y aura un impact direct sur le H. Maintenant le H. Le H, selon évidemment Herc, donc le bonhomme qui a fait l'indice H, il a fait ce qu'on appelle des gammes de classification de l'indice H. Il dit, pour un poste de permanent dans un centre de recherche de renommée, il faut avoir un indice H entre 10 et 12. D'accord? Pour être grade professeur au sein d'une université, il faut avoir un indice H de 18. C'est-à-dire que ça commence à partir de 18. Pour être académicien des sciences, par exemple physique, biologie ou autre, aux États-Unis, il faut avoir un indice H à partir de 45. Donc il a fait une sorte de gamme d'indices H qui évalue évidemment, qui évalue donc le chercheur qui pourrait donc postuler, ce sont des critères pour pouvoir postuler à des pôles d'excellence. Alors maintenant on a évalué les chercheurs. On va essayer d'évaluer tout le pays par rapport à son cadre africain. Allez-y sur c'est pas Simagogère, c'est celui-là, voilà. Alors vous pouvez taper comme ça, il y a Simagogère. Simagogère, donc c'est une base de données qui utilise, alors pour les doctorants elle est importante, généralement avant d'aller publier, vous connaissez les conditions de publication de l'université. Il faut qu'elle soit impactée, ou tout simplement ayant un SGR. Un SGR, c'est-à-dire un Scopus Journal Record. Bah, pour pouvoir le vérifier, il y a des bases de données pour pouvoir. La base de données la plus utilisée, c'est celle-là, c'est Simago Journal Country Rank. Alors, il suffit seulement de marquer l'intitulé de votre revue, et vous avez les ordres de grandeur, comment qu'elle a évolué depuis sa naissance. Allez-y sur le compte, c'est monté? C'est bon? Mazal. Alors, nous allons essayer de regarder comment est classée l'Algérie dans son contexte africain. Mais on peut la classer aussi sur le contexte planétaire. C'est monté. Voilà. Regardez, là, ça c'est le classement africain. Voilà. Arrêtez. Allez-y sur, voilà. Non, juste en bas. Là. Là, tapez là. Voilà. On va essayer de regarder comment qu'elle est classée sur tous les domaines confondus à l'échelle africaine. Et après, on va prendre des spécialités que vous connaissez et on va regarder comment qu'elle est classée dans la spécialité. D'accord? Il y a à peu près une trentaine de spécialités. Nous allons prendre les spécialités les plus en vue. Alors, par exemple, chez nous, c'est l'ingénierie. Il y a aussi médecine. On va voir sur l'économie comment, par exemple, l'Algérie est classée. Après, quand on va finir donc de l'Afrique, on peut regarder à l'échelle nationale comment que les universités sont classées. D'accord. Allez-y, montez en haut, en haut. Non, voilà. En haut, c'est celui-là. Voilà. All subject categories. Voilà, juste là. Cliquez. Voilà. Regardez l'Algérie est en 4e position sur la production scientifique, tout domaine confondu, par rapport aux pays africains.
Le premier, c'est l'Afrique du Sud. Deuxième, c'est le Nigeria. Troisième, c'est la Tunisie. D'accord? Et, alors, cliquez sur l'Algérie. Tout à l'heure, on a vu des indices H de personnes. Maintenant, on peut voir l'indice H d'un pays. D'accord? Elle a un indice H de 106. Donc là, vous voyez le nombre de documents produits. On peut aller faire aussi la cinétique de production. Regardez comment ça produit par année, etc., etc. Et le nombre de citations par document. C'est-à-dire que, à l'échelle nationale, en moyenne, chaque publication produite, elle est citée seulement 5,09 fois. Revenez en arrière. Maintenant, au lieu de faire All Subject Area, choisissez une autre, celle qui vous arrange. Prenez n'importe laquelle. Rappelez-vous, 4e position, tout domaine confondu. Alors on va prendre médecine. On va voir comment mon médecin, allez-y, voilà, vous l'avez dépassé, mais voilà, médecine, allez-y, cliquez. Si on prend sur médecine, mon débit. Quand ça tarde, il faut recliquer. Ah, il n'y a plus de net. Regardez là. Allez-y là. Voilà. Il n'y a pas de net. Connecté. Et mettez réseau 2. C'est bon? Ça, c'est les aléas de la technologie. Hein. Ah ouais. Mais juste pour que vous allez voir sur médecine, l'Algérie, elle est vraiment déclassée. Des pays comme l'Éthiopie dépassent l'Algérie sur la production scientifique en médecine. Hein? Ça ne devrait pas vous faire rire, hein, ça devrait nous faire même nous rendre un petit peu tristes. Hein. Mais vous allez voir sur la science des matériaux, sur l'engineering, sur pas mal de domaines, l'Algérie elle a fait un immense progrès à partir de 2010 à aujourd'hui. Donc il y a un progrès quand même sur certains domaines qui est assez apprécié, évidemment, dans la statistique de production des produits recherche. Ça passe pas toujours. Bon, ça, il faut réactiver. Voilà. Réactiver. Voilà. Et refaire. Voilà. Médecine. Voilà, médecine. Là. Voilà. Alors, vous avez là. Non, remontre-moi. Vous avez toujours l'Afrique du Sud qui garde sa place, le Nigeria qui garde sa place. Tout à l'heure, sur toute production confondue, ils étaient toujours premier et deuxième. La Tunisie garde sa place, mais là, en 4e position, il y a quelqu'un qui a perdu sa place. Tout à l'heure, on était en 4e position. Maintenant, arrive le Kenya, le Maroc, l'Ouganda, la Tanzanie, l'Éthiopie, le Ghana, le Malawi, le Cameroun, le Zimbabwe, le Soudan, et après, vous avez, donc sur la production scientifique, sur le côté médecine, nous avons un petit problème. Remonté. Essayez de regarder les domaines qui sont produits, au moins ici, comme sciences des matériaux, quelque chose comme ça. Vous voulez quoi? Allez-y, vous cherchez physique théorique, theoretical physics ou quelque chose. Physique, allez-y. Voilà, allez-y. Regardez, l'Algérie se positionne quand même assez bien. Ça veut dire que sur certains domaines, ça va, mais sur certains domaines, ils sont tirés vers le bas. Donc ça, c'est une évaluation à l'échelle africaine. Vous voulez un autre domaine? Oh, on est assez bon. J'ai pas voulu qu'on reste pas là-bas. Alors, allez-y. Allez-y. Prenez les domaines que vous voulez. Allez-y sur économique. C'est-à-dire, pour que vous sachiez,
ce sont les conditions de soutenabilité de doctorat qui conditionnent évidemment le classement. En médecine, on n'oblige pas un médecin, quand il soutient, une publication de rang A ou de rang B. En économie, on n'oblige pas. En sociologie, on n'oblige pas. Donc, on ne peut pas les retrouver là. Mais par contre, nous, on nous oblige. Donc, c'est tout à fait normal qu'on nous retrouve sur ces tableaux. C'est une question de texte. D'accord ? Va maintenant sur Webometrics. Il y a évidemment pas mal de sites. Hein. Là, je cite seulement, mais les ordres de grandeur sont assez respectables, sont assez respectés entre les sites. Pas celui-là. Sur... allez-y, Webometrics. Voilà. C'est bien ça. Voilà, Ranking Web of Universities. Allez-y sur Africa. Ah, vous avez tapé directement. Allez-y. Alors là, voilà l'Afrique. Moi, je ne sais pas bien. En tous les cas, on voit que les premières universités, c'est l'Afrique du Sud. Ça respecte les résultats que nous avons vus tout à l'heure sur le classement au niveau africain par pays. Et regardez la première université algérienne qui apparaît. Allez-y, jusqu'à ce qu'on voit le drapeau algérien. Alors, c'est l'université de Sidi Bel Abbas qui est classée en premier. Et si vous allez regarder sur l'université de Sidi Bel Abbas qui mène ça, c'est de la physique théorique, un certain Khamfar. Donc vous voyez, même si je suis très loin de votre domaine, quand on fait de la scientométrie, on regarde l'université qui apparaît et quel est le laboratoire de recherche et quelle est la personne donc, qui fait cette impulsion en termes de production scientifique. Donc arrive Sidi Bel Abbas en première position. Deuxième position, c'est l'une des plus anciennes universités d'Algérie, c'est Ouali Boumediene, donc l'USTHB. Arrive l'université de Constantine, donc elle a une tradition, c'est aussi l'une des plus anciennes. Et après arrive l'université de Tlemcen, et en cinquième position l'université de Ouargla, pour qu'arrive, allez-y, l'université de Béjaïa. Quand même, on ne peut pas dire qu'on est très mauvais. Et là, je profite de l'occasion. Il y avait quelques jours, j'ai raté évidemment la présentation, il y avait quelqu'un de Tizi Ouzou qui était là, je m'excuse, qui a passé son temps à dire que l'université de Béjaïa était derrière l'université de Tizi Ouzou. Il fallait tout simplement qu'il prenne la démonstration, elle est claire. Donc je profite de l'occasion pour lui répondre. Évidemment, j'aimerais bien connaître ses références. Donc les références, aujourd'hui j'ai fait de telle sorte de ne pas ramener une présentation PowerPoint. C'est la meilleure manière, c'est d'être online et de regarder les chiffres tels qu'ils existent. Je n'ai pas vraiment à les fabriquer autrement que comme elles sont. Donc là vous avez un ordre de grandeur sur les universités algériennes, comment qu'elles sont classées, et évidemment on peut y aller, revenez en arrière, on peut y aller seulement sur les universités algériennes. Donc à classer les universités algériennes. Donc on est passé d'un cadre continental vers un cadre local, vers un cadre, voilà l'Algérie, voilà. Et là vous avez donc les universités algériennes telles qu'elles sont classées. Donc vous avez leur indice H, comment ils sont classés, le nombre de documents, etc., etc. Vous pouvez faire, si vous voulez vous amuser à faire de la scientométrie, à regarder sur le nombre de documents et après à regarder les domaines, plutôt le nombre de documents par domaine, le nombre de documents par personne, etc., etc. Donc vous pouvez vous amuser à faire, évidemment, une chose. Allez-y. Je pense que j'ai fait le tour, donc, J'aurais bien aimé, mais ça on le fera, je pense que vous les avez annoncés, on a souvent l'habitude de faire des formations sur le EndNote, qui vont être les fameux des days. Donc il y aura des journées, j'aimerais bien que vous mettez dans vos mains le EndNote. Le EndNote va vous permettre de regarder avec une maîtrise qui est la vôtre sur la documentation et la publication. Nous avons fait une petite étude corrélative chez nous. Je vais finir. Donc, nous avons fait une petite étude corrélative sur le nombre de publications avant et après l'introduction du EndNote au sein du laboratoire. Ça a été multiplié par 10. Donc, je vous recommande vraiment d'aller maîtriser cet outil. Il va vraiment faire changer votre vie
côté production publicatif. Merci Ferris de m'avoir convié et je vous remets la parole.